Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Elie Barnavi. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'Occident moderne à l'Université de Tel Aviv, ancien ambassadeur d'Israël en France, directeur du comité scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Et vous publiez un très beau livre, fin sensible, intitulé « Itinéraire d'un confession d'un bon à rien » aux éditions Grasset. Un livre qui représente un morceau d'histoire du Moyen-Orient, mais pas que. Et justement, lorsqu'on le lit aujourd'hui, on se rend compte à quel point ce télescope l'actualité la plus brûlante et la plus triste, je songe à la guerre en Ukraine et votre destin et celui de votre famille. Je vais lire un extrait qui est assez représentatif de la manière dont cette vie juive a percuté l'histoire de la Mittel Europa, l'histoire de certains pays slaves, mais aussi celle de l'Empire soviétique. Vous parlez de votre père et vous dites, Elie Barnavi, mon père était allé à la guerre. Je savais aussi que pendant ce temps, ma mère avait, Dieu sait comment, trouvé refuge en Ouzbékistan. Sans doute s'était-elle enfuie par la Transnistrie, cette bande de terre coincée entre le Dniestre et la frontière occidentale de l'Ukraine, vers l'intérieur de l'Union soviétique, puis de plus en plus vers l'Est, jusqu'à échouer en Asie centrale. Le fait que ces régions qui ont parfois été oubliées par les Français, je songe à la Roumanie, vous y êtes né, la Moldavie, qui est aussi un pays avec lequel vous avez des liens, et puis ce que je viens de dire sur la Transnistrie, l'Ukraine, tout cela est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Elie Barnavi, qu'est-ce que ça suggère en vous ? Des pensées pas très joyeuses, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a donc la dimension géopolitique, militaire, qui m'intéresse comme tout un chacun. Il y a en plus des échos de ce dont je me souviens, de ce que je n'ai pas vécu, mais qui a informé ma vie. Et ce sont des termes qui sont, je suppose, étrangers à la plupart des Français, qui sont des régions lointaines, vous savez, qui évoquent pour eux plutôt les bandes dessinées de Tintin plutôt que l'expérience historique. Et pour moi, ce sont des mots, des termes, des lieux chargés de sens, chargés de tragédie. Quand j'entends Transnistrie, quand j'entends Moldavie, c'est le visage de ma mère qui s'impose. Ce sont des lieux chargés de sang et de malheur. Ce ne sont vraiment pas des régions heureuses. Et je crois qu'on a beaucoup de mal à comprendre cela en Occident. Je ne le reproche à personne. C'est comme ça que la vie est faite. Mais pour vous, c'est la télévision qui apporte ces images à la maison. Pour moi aussi, mais pas seulement. Racontez-nous comment vos parents, donc, qui sont nés là-bas, il y avait une vie juive. Alors là aussi, on le découvre aussi à cause ou avec la guerre en Ukraine. On découvre qu'il y a encore des juifs à Odessa. Vos parents, ces juifs qui vivaient en Roumanie, en Moldavie, ou bien aujourd'hui dans cette région disputée, la Transnistrie, qui faisaient-ils ? Mon père est né dans une région qui était, à l'époque, il est né, qui était russe, qui après est devenue roumaine, qui est redevenue soviétique. Enfin, c'est comme beaucoup de régions de cette... comme beaucoup de morceaux de terre de cette région qui ont changé, sont passés de main en main au cours de l'histoire. C'était donc la Bessarabie. Il était, l'une de ses langues maternelles était le russe. Ma mère est effectivement née en Moldavie. Et donc, c'était des juifs, là encore, quelque chose qui est très difficile à expliquer à un occidental, y compris un juif occidental, un juif français. Il est aussi juif. Un juif de là-bas, un juif né dans ces contrées, est juif d'abord, et puis après, il y a une étiquette nationale quelconque qu'on lui a collée, mais dont il n'est pas vraiment responsable et qui ne semble pas vraiment être la sienne. Et donc, il y a toute cette génération qui a basculé de la vie traditionnelle des judéités d'Europe centrale, qui a basculé vers la modernité. Mon père est issu d'une longue lignée de rabbins. Son père est passé lui-même par l'école rabbinique. Et puis brusquement, un beau jour, il se met à fumer le Shabbat. Il devient instituteur au lieu de rabbin qu'il devait être. Il devient révolutionnaire. Et donc,
Et c'est tout à fait caractéristique. Je sais pas, vous voyez les romans de Bashevis-Singer, par exemple, ce basculement vers la modernité, vers une modernité radicale. Mon père était communiste dans sa jeunesse, comme beaucoup de jeunes de sa génération. Et puis, le basculement de nouveau, cette fois-ci, du communisme au sionisme, par la réalité qu'il a vue pendant la guerre. Il était officier dans la mer Rouge, et il a pu donc voir de près ce que signifiait à la fois l'héroïsme du soldat et de l'officier russe, mais aussi le crétinisme officiel, l'antisémitisme au jour le jour, la brutalité, et donc devient donc sioniste, communiste qu'il était. Si vous voulez, là encore, c'est un cheminement qui est presque banal en Europe de l'Est, et qui doit paraître exotique et assez extraordinaire aux yeux juifs occidentaux. Il y a d'ailleurs, lorsqu'on se plonge dans votre livre, Elie Barnavi, Confession d'un bon à rien, il y a aussi une manière de revisiter l'histoire longue, puisque ce que l'on voit aujourd'hui en Ukraine, mais aussi en Géorgie, en Crimée, eh bien, tout cela, ce sont les soubresauts de décomposition et de recomposition d'un empire, et finalement l'histoire que vos parents ont vécu, que vous avez vécu aussi en partie, c'est la manière dont, finalement, à la manière de ces plaques qui bougent sans cesse, ces frontières de cette partie de l'Europe n'ont cessé de se modifier ces derniers temps, et peut-être va-t-on encore les voir se modifier. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs assez extraordinaire et extraordinairement tragique. Vous savez, on a tous assisté avec émotion à la chute du mur. On s'est dit, voilà, ouf, c'est la fin de l'histoire, disait Francis Fukuyama. Et puis on s'aperçoit que c'est la chute du mur, c'est la liquidation de l'Empire soviétique qui fait que la guerre est de nouveau présente en Europe. Il n'y avait plus de guerre. Il y avait des éruptions révolutionnaires contre l'Empire, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, mais il n'y avait plus de guerre en Europe. C'était terminé. Et moi-même, que des fois j'ai écrit l'ère des guerres classiques, char contre char, est terminée. Mais non, elle n'est pas terminée. Et on s'aperçoit que c'est la décomposition de cet empire qui fait qu'on s'affronte de nouveau les armes à la main sur la terre européenne, et que les frontières ne cessent de bouger. Rien ne s'est jamais arrêté. Et c'est une très vieille histoire de l'émergence des États en Europe qui a pris fin très tôt en Occident. Les frontières se sont fixées. Dernier soubresaut lors des 2 guerres mondiales. Mais c'était fini. On sait où commence un pays et où finit l'autre. Et on ne le sait toujours pas à l'Est, on ne le sait toujours pas dans les Balkans, on ne le sait toujours pas en Europe orientale. Les frontières bougent encore. Et on a surtout, c'est qu'on n'a plus ici évidemment, on a surtout l'ombre portée d'un pouvoir impérial, brutal et prêt à tout pour arriver à sa fin. Et là aussi, lorsque l'on découvre cette actualité qui nous frappe, avec par exemple cette mosaïque de religions, parce qu'on voit qu'il y a toute une série finalement de chapelles différentes, si j'ose dire, dans l'orthodoxie, de langues, on entend parler par exemple de russophones, de russes ethniques. Vous racontez en partie l'évolution alors d'une partie de ces peuples, autrement dit des Juifs de cette région-là. Elie Barnavi, en réalité, vous ne vous appelez pas Elie Barnavi. Enfin, c'est une histoire assez compliquée, puisque c'est bien un nom de ma famille. C'est une branche de la famille de ma mère qui a dû passer par la Turquie. Barnabi, Barnabé, ce sont des noms juifs, hébraio-juifs, très anciens qui ont été, en l'occurrence, qui a été hébraïsés. Et mon père, la famille de mon père s'appelait Shkolnik. Et Shkolnik veut dire, là encore une traduction, Shkolnik veut dire érudit, ça veut dire écolier ou érudit, savant, quelqu'un versé dans les Écritures. C'était d'ailleurs le nom que portait Lévi Eshkol, l'un des premiers ministres de l'État d'Israël, dont mon père était un lointain cousin. Il venait de la même région. Là encore, toutes ces identités ont énormément bougé. On pouvait être né
russe, redevenir roumain, redevenir ukrainien. Tout ça n'avait pas grand sens, si vous voulez. C'était des identités imprécises, bizarres. Et les gens, ça je me souviens de mes premiers souvenirs, je crois que je raconte dans le livre, un jour où titillé par une agression, une mini-agression, comme on dit aujourd'hui, antisémite. J'étais tout petit. J'ai demandé à mon père, papa, est-ce que nous sommes bien roumains? Et mon père m'a dit, mais non, nous ne sommes pas roumains, nous sommes juifs. Ce qui veut bien dire que pour mon père, pourtant un juif séculier, de gauche, l'identité qui comptait dans l'empilement d'identités que nous sommes tous, n'est-ce pas? Dans cette mosaïque d'identités, l'identité qui comptait, c'était l'identité juive, et le reste était collé au hasard du passage d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, en tentant de les mettre d'accord, ces identités, en allant enfin en Israël. Là, on va avoir une citoyenneté qui correspond à ce que nous sommes. Mais alors ça veut dire que finalement l'éventail de cultures que les gens comme vous ont embrassé depuis la Roumanie jusqu'en Israël, qui est là aussi un creuset culturel différent et assez prodigieux, puisque vous avez eu la possibilité de voir à la fois les cultures européennes, cette culture nouvelle qui est la culture israélienne également, Eddie Barnavi. Alors, effectivement, donc j'étais à l'école à Bucarest, l'école roumaine. Mon père n'avait aucune patience pour ce pays, il n'avait qu'une idée, c'est de le quitter. On ne l'a pas laissé, sinon on serait parti bien avant. Il a même fait de la prison. La guerre, le communisme l'a rattrapé là-bas. Il m'a fait donner une culture française, donc j'ai suivi des cours de français, ce qui fait que j'avais des notions pas terrible, mais enfin quand même, d'une culture française, qui à ses yeux était l'une des cultures qui comptait, après la culture russe, je dois le dire, parce que malgré tout, il est resté jusqu'au bout un fervent admirateur de la culture russe. Et puis, la culture hébraïque, puisque nous parlions hébreu, il avait une scolarité hébraïque dans une école d'un réseau d'écoles hébraïques qui existait à ce moment-là dans la zone de résidence en Russie, donc je parlais avec lui hébreu. La zone de résidence, c'est le lieu où les Juifs... Où les Juifs, sur la bordure orientale de l'Empire, avaient le droit de vivre. Et donc, j'étais là encore, une espèce d'empilement de culture. Et lorsque je suis arrivé en Israël, là encore, paradoxe, donc pour moi c'était terminé, j'étais enfin arrivé là où je devais, je parlais la langue, je me suis tout de suite parfaitement intégré, et là-dessus est venu s'ajouter de nouveau la couche française qui m'a plus jamais lâché. Et évidemment, je m'en plains pas, je crois que cet empilement d'identités, de cultures est une richesse, à condition qu'il ne soit pas imposé. C'est cela, c'est un empilement juif de régions où aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de juifs polyglottes, juifs de gauche. Là aussi c'est particulièrement important. Vous expliquez à quel point le destin de la génération de vos parents, votre destin, a été structuré par des engagements politiques extrêmement forts. Oui. À la question de l'ami qui me demandait, mais enfin, quelle est la ligne l'axe de ton livre, finalement? Comment tu le définirais? Et je dirais, si je devais choisir un terme, je dirais c'est la politique. C'est le fait que j'ai toujours été un animal politique, que pour moi est extrêmement important d'avoir une parole dans la cité, d'avoir une influence aussi minime soit-elle, de ne jamais se retirer sur l'avantage. Je pense que c'est important. Nous sommes, c'est même ce qui nous caractérise, on le sait depuis Aristote, nous sommes des animaux politiques. C'est cela un être humain. Et pour moi, c'est important. Et mon choix politique a été arrêté très tôt. J'étais un tout jeune homme quand j'ai choisi une couleur politique, et en fait, je m'en suis jamais départi. Et je crois que
J'ai toujours pensé que l'idéologie était d'abord une affaire de tripes et ensuite de sentiments. Et ensuite, nous habillions tout cela d'un habillage idéologique. On lui donne un sens intellectuel et idéologique, mais enfin, finalement, nous sommes ce que nous sommes parce que nous sentons que cela est vrai et bon. Et après, nous expliquons de la meilleure manière que nous pouvons. Et il faut dire aussi qu'Israël, à l'époque, lorsque vous avez émigré en Israël avec vos parents, Israël était une sorte de laboratoire du socialisme avec une institution particulière que vous avez fréquentée, qui n'a existé qu'en Israël, le kibbutz. Qu'était le kibbutz à l'époque, Elie Barnavi? Mais c'était tout simplement la seule expérience collectiviste totale, librement consentie et laïque qui ait jamais existé. On connaissait des communautés religieuses, monastères ou des communautés protestantes comme aux États-Unis. On connaissait des expériences séculières mais imposées comme le kolkhoz. On n'a jamais connu une expérience de ce type séculière et libre. Et le kibbutz, c'était cela. Et ça a fonctionné. Ça fonctionnait pendant des années. Et finalement, comme c'était en gros, on n'a pas le temps d'en parler, mais je pense que c'était en gros contraire à la nature humaine, ça s'est délité. C'est-à-dire que le kibbutz, Oui, parce qu'il y avait des idées folles dans le kibbutz. Par exemple, les enfants, alors pas vous, parce que vous êtes arrivé plus tard dans un kibbutz, vous étiez déjà un adolescent. À l'époque, on retirait les enfants aux familles et les enfants étaient élevés collectivement. Ah oui, pendant des générations. Ça se fait encore dans certains kibbutzim, encore aujourd'hui. C'est-à-dire l'enfant vivait dans ce qu'on appelait la maison commune des enfants. La cellule familiale se recomposait en soirée, après la journée de travail, pendant 2 ou 3 heures, et après, hop, on ramenait l'enfant à la maison commune. Et c'est comme ça que des générations entières ont élevé. L'idée ayant été à l'origine de briser la famille bourgeoise. C'était ça, c'est-à-dire de créer un homme nouveau. On retrouve des idées de la Révolution française. Il y a plus d'une parenté entre sionisme révolutionnaire et Révolution française. Et créer un homme juif nouveau, briser les cadres traditionnels de la société, et créer enfin une société égalitaire. C'était ça, le kibbutz. C'était pour le gamin que j'étais, c'était fascinant. Avec une évolution d'Israël dont on va parler dans quelques instants, puisque entre cet Israël-là, qui était un laboratoire du socialisme, et l'Israël d'aujourd'hui, qui ressemble moitié à Singapour, moitié à Sparte, il y a eu une évolution considérable. Et puis je vais faire appel aussi dans quelques instants, Elie Barnavi, à votre connaissance du monde diplomatique, puisque aujourd'hui il y a bien entendu des tractations entre l'Ukraine et la Russie. On a même imaginé un moment que celle-ci puisse avoir lieu à Jérusalem. Vous nous donnerez votre point de vue, puisque je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Israël en France. Confession d'un mot à rien, c'est ce très beau livre que vous publiez aux éditions Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Elie Barnavi, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, Elie Barnavi, puisque vous êtes professeur d'histoire de l'Occident moderne, mais vous avez été ambassadeur d'Israël en France. Vous publiez Confession d'un bon à rien, vos mémoires aux éditions Grasset, un portrait sensible et fin d'une génération plongée dans l'histoire de la Roumanie à Israël, mais aussi avec ce passage en France et cette parfaite francophonie. Vous avez d'ailleurs commenté l'actualité dans un journal français, autrement dit dans Marianne. Ce regard que vous portez sur la politique française, cette fois-ci de Mitterrand à Macron, que vous inspire cette campagne, Elie Barnavi? J'ai un peu de mal à commenter, c'est un vieux réflexe, à commenter la situation politique intérieure française, mais je dirais ceci quand même. C'est la présidentielle, c'est assez banal ce que je veux dire, la présidentielle aspire toute la politique française et déséquilibre tout. Vous avez un personnage qui est un personnage royal en quelque sorte, et puis vous avez une poussière de gens qui essaient de le remplacer. Lorsque ce personnage royal
réussi, c'est-à-dire il trouve l'assentiment de la plupart des Français, les autres sont forcés de faire de la figuration, un peu comme Luther décrivait les pauvres tentatives des chrétiens d'arriver au ciel avec des petites échelles ridicules, disait-il. On n'a aucune chance d'y parvenir. Et on a cette impression. Il est servi, évidemment, le président est servi par l'actualité. En temps de guerre, il est très difficile de faire une campagne électorale normale. Alors, c'est ainsi. Je veux dire, ce n'est pas... moi, je compare avec ce qui se passe chez moi. Et franchement, vu l'état de la classe politique israélienne et du niveau du débat, j'envie plutôt les vôtres. Et lorsque je compare avec ce qui se passe aux États-Unis, franchement, ce n'est pas plus glorieux ou en Grande-Bretagne. Si l'on se donne la peine de comparer un tout petit peu un observateur étranger, je trouve que tout qu'on fait la France ne sentir pas trop mal. Je ne vois pas où ça se passe vraiment mieux. Il y a un autre parallèle qu'on pourrait faire entre la situation politique en Israël et en France, Elie Barnavi, c'est le fait qu'en Israël, la gauche est moins importante qu'auparavant. J'utilise un euphémisme, c'était jadis un pays socialiste. Aujourd'hui, la gauche est en difficulté. Et en France, il semblerait, d'après les sondages, que la gauche soit en difficulté. Vous qui avez tant milité l'évolution de ce mot, de la gauche, du socialisme, qu'est-ce que là aussi cela vous inspire? Alors ça, c'est un phénomène qui est un peu général, hein, c'est un peu partout comme cela. En Israël, je dirais du point de vue de la gauche, c'est pire que partout, puisque la gauche a été en quelque sorte anéantie, annihilée. Et il y a à cela plusieurs raisons. Enfin, on n'a pas le temps de développer cette histoire, mais c'est une histoire assez passionnante. Il y a eu d'abord l'emprise du Parti travailliste qui était extraordinaire. C'est-à-dire, on ne peut comparer cela qu'avec l'emprise de la démocratie chrétienne en Italie à un certain moment. C'est-à-dire, le Parti travailliste dominait tout. Il a fait le pays, il était au pouvoir dès avant la création de l'État. Et puis il s'est épuisé au pouvoir, comme cela arrive toujours. Hein. Et il y a eu la tempête de la guerre des 6 jours en 1973, et dont, à juste titre, on l'a estimé responsable. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de longue descente en enfer. En 1977, la droite arrive au pouvoir. Il y a encore un équilibre, les deux grands partis de gouvernement, droite et gauche, s'équilibrent, et puis arrive la deuxième intifada. Et la deuxième intifada en 2000, a été catastrophique pour la gauche, a rendu muet le camp de la paix, a discrédité complètement une gauche qui était perçue comme au mieux naïve, au pire criminelle, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la gauche est réduite à la portion congrue. Ailleurs, les raisons ont été différentes, ont été sociales et culturelles, mais la gauche démocrate, la gauche social-démocrate a suivi un peu la même pente. Et ici, la gauche a été absorbée par le centre-gauche, représenté par Emmanuel Macron. C'est vrai que les partis qui portent cette gauche-là sont devenus squelettiques. Hein. Et je ne vois pas qu'il puisse se relever à l'occasion de cette élection-ci. L'actualité telle que l'évoquait par exemple Frédéric Saïs dans son billet, c'est aussi la guerre qui est désormais dans l'actualité politique en France. Cela fait longtemps, hélas, que la guerre est dans l'actualité israélienne. Est-ce que cela vous donne, en tant qu'Israélien, par exemple, une proximité avec ce terme, avec le tragique, le fait que le monde occidental aujourd'hui redécouvre que le tragique est hélas possible? Elie Barnavi, ça c'est quelque chose que les Israéliens, les Palestiniens savent depuis de nombreuses années. Oui, pour nous c'est une réalité hélas très présente, sauf que on n'a jamais connu cela. C'est ce qui se passe en Ukraine est différent de ce qui se passe au Proche-Orient, dans la mesure où, dans ma région, la guerre répond à quelque chose
comment dirais-je, je ne vais pas dire normal parce que ça ne veut rien dire, mais en tout cas à des positions nationales et idéologiques compréhensibles. Il y a deux droits qui s'affrontent sur cette terre, il y a deux positions nationales identifiables. Là-bas, il n'y a rien de tel. Il y a la pure agression d'un pays contre son voisin parce qu'il estime que ce voisin, son existence n'est simplement pas légitime. Et donc, il essaie de l'avaler. C'est-à-dire, on a affaire à quelque chose qu'on n'a pas vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, ça me paraît comme une espèce de ressuscité du nazisme, en quelque sorte. Et si vous comparez les actions de Poutine à ce qu'a fait Hitler, quand on dit Hitler, on pense à Auschwitz, mais il y a l'Hitler des années 30, il y a l'Hitler du coup de force, du coup de poing et des provocations et des mensonges. On est exactement dans le même type Et il est d'ailleurs ironique que lui, il accuse les Ukrainiens de nazisme alors qu'il est en train de se comporter exactement de la même manière. Je ne pense pas que ça va aboutir aux chambres à gaz, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que la manière dont il s'y prend est inspirée du modèle italien. Donc c'est pour ça que la comparaison ne me semble pas très heureuse. On a fait à quelque chose qui est profondément, purement européen. Mais alors, dans ces conditions, si Poutine peut voir un certain nombre de ses actions comparées à Hitler, ça signifie que la négociation avec lui, ce que fait votre Premier ministre, Bennett, puisqu'il a même proposé qu'Israël soit médiateur entre l'Ukraine et la Russie, puisque le pays a des liens étroits avec ces deux pays, est-ce qu'on peut attacher à cette initiative un certain poids, une possibilité que celle-ci aboutisse, Élie Barnavi ? Toute tentative de négociation et d'intercession ne peut aboutir que si les deux parties veulent aboutir. Et donc tout dépend de ce que décidera Poutine. Moi, je suis plutôt pessimiste parce que l'homme a l'air décidé d'aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas le type d'homme et de régime qui recule. Parce que reculer, c'est perdre la face, et ça, c'est quelque chose pour lui d'inenvisageable. Donc, et comme je ne vois pas non plus qu'il perde militairement, là, il y a une forte chance, hélas, que cela se poursuive encore longtemps pour qu'il accepte parce qu'on voit bien comment ça pourrait se terminer. C'est-à-dire, je pense que ce qu'il pourrait obtenir, c'est la Crimée et une espèce d'annexion déguisée du Donbass. Cela, je crois qu'il peut l'avoir. Il veut plus. Il veut avaler l'Ukraine et ça, il ne l'aura pas. Mais ça veut dire quoi plus ? Puisque justement, vous dites avaler l'Ukraine, mais on voit bien aujourd'hui que les Ukrainiens, y compris les russophones d'ailleurs, sont très hostiles à ce projet. Là aussi, c'est évidemment un euphémisme. Et lorsque l'on voit ça, comment imaginer par exemple que Poutine, avec son armée, puisse envahir l'Ukraine et y demeurer? Est-ce que ça, c'est une éventualité? Non, il ne pourra pas. Il se prépare à une situation en Afghan. Donc, il peut conquérir les villes, ça il le peut, bien que son armée apparaisse comme bien moins efficace que ce que lui-même croyait, ce que tout le monde pensait. Mais il peut faire cela, mais en revanche, il ne pourra pas tenir le pays. Il aura affaire à une guérilla longue, pénible, à une saignée. Il ne peut pas gagner cette guerre-là, mais il ne le sait pas. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, je fais appel à vos compétences d'historien. Je ne vois pas d'exemple de guerre de guérilla qui a été gagnée. Déjà, la guerre d'Afghanistan a été gagnée, si. Qui a été gagnée par les guérillos, oui, bien sûr, à chaque fois. Effectivement, les guerres asymétriques ne se gagnent pas. Mais il ne semble pas le comprendre. Vous savez, c'est un homme qui est sorti du moule du KGB et qui est au pouvoir depuis 22 ans. 22 ans de pouvoir absolu. Cela calcifie un cerveau et le rend incapable de voir le monde tel qu'il est. Il est entouré de sycophantes. Vous avez vu cette scène ahurissante où il est en train d'écraser de son mépris son conseil de sécurité.
l'homme est complètement détaché de la réalité. Il s'imaginait avoir une armée formidable, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Il s'imaginait que l'Occident était à genoux, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un pari qu'il a fait sur lequel il ne se soit pas trompé. Et donc soit il cède et il perd la face et peut-être le pouvoir, soit il ne cède pas et le résultat est le même. Mais même les dictateurs, même les pouvoirs autoritaires peuvent être confrontés parfois à une lueur de réalité ou de rationalité. C'est par exemple ce qui est arrivé à Nasser. Vous parliez de la guerre des 6 jours, guerre qu'il a provoquée, qu'il a perdue. Il s'est rendu compte qu'il l'avait perdue. Peut-être que Poutine, là aussi, pourrait découvrir, sinon qu'il perdrait la guerre du point de vue militaire, du moins qu'il aurait de telles difficultés que celle-ci... Écoutez, vraiment, je suis incapable de formuler le moindre pronostic qui tient la route parce que l'homme est ce qu'il est, parce que vous savez, la situation est tellement volatile qu'on ne peut pas savoir. Mais Nasser a perdu la guerre, mais il n'a pas cédé pour autant. On oublie trop souvent qu'après la guerre des 6 jours, on a eu une très longue guerre d'usure, ce qu'on appelle la guerre d'usure, qui a coûté ces villes du canal de Suez qui ont été complètement détruites. Les dictateurs, ceux qui ont le pouvoir absolu, ne peuvent pas perdre. Parce que s'ils perdent, ils sont perdus eux-mêmes. Et c'est pour ça que la manière dont l'Occident, c'est toujours pareil, vous savez, nous sommes incapables, l'occidental est incapable d'entrer dans la tête des dictateurs. Il lui faut beaucoup de temps pour comprendre la véritable nature du régime auquel il a fait face. Mais alors, si on poursuit toujours, vous allez me dire si de votre point de vue, c'est un parallèle légitime, en partie légitime. Là aussi, la guerre d'annexion, Israël connaît cela, avec Gaza, avec la Cisjordanie, avec une situation qui semble bloquée. Quels sont les espoirs possibles, par exemple, dans la région? Puisque vous avez porté de longues années, Elie Barnavi, les espoirs du camp de la paix. Bon... Personnellement, je pense que la domination d'Israël de ce territoire est illégitime. Et j'espère que la communauté internationale, ce qu'on appelle presque par antiphrase la communauté internationale, le fera sentir. Et je pense que de ce point de vue-là, la crise ukrainienne peut avoir une certaine utilité. Cela dit, nous ne sommes pas devant le même type de régime, ni devant les mêmes méthodes, bien que l'occupation militaire soit une occupation militaire avec les horreurs qu'elle comporte par définition. On n'y peut rien. C'est comme ça. Nous ne sommes pas l'Union soviétique ni la Russie, évidemment, mais ce qui est certain, c'est que l'occupation militaire est une anomalie. Et on ne peut pas en bonne conscience, condamner l'occupation militaire de l'Ukraine et passer par perte de profit l'occupation de la Cisjordanie. Le fait que ce soit un État juif qui se livre à cela, qui fasse la guerre, là aussi, quelle explication a donné avec les évolutions, puisque vous rappelez les fondateurs, vous rappelez Ben Gourion, bref, ces personnages qui étaient à la fois pétris d'histoire et d'une forme d'éthique humaniste. Mais là, vous savez, Israël a retrouvé, avec la souveraineté, elle a retrouvé la force brute, c'est dont on était innocent parce qu'on était privé pendant 20 siècles. Et en retrouvant la force brute, on a retrouvé la façon de vivre des États presque normales. À cela s'ajoute effectivement le caractère juif de l'État d'Israël, qui ne va pas forcément dans le sens que nous aimerions, puisqu'il y a dans cette occupation une énorme part d'idéologie religieuse. Vous savez, c'est la redécouverte émerveillée en 67 du cœur de l'Israël biblique. C'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas? Alors que nous étions installés le long de la côte en pays de Philistins. Et lorsque nous avons redécouvert, il y a une frange des Israéliens qui est passée du sionisme classique, raisonnable en quelque sorte, national, à un néo-sionisme messianique. Et le fait que nous soyons un pays des Juifs joue beaucoup dans la perpétuation de l'occupation qui n'a plus aucune justification sécuritaire,
mais purement religieuse et messianique. Peut-on qualifier aujourd'hui le régime israélien d'un régime d'apartheid, Elie Barnavi? Dans les territoires occupés, oui. À l'intérieur de l'État d'Israël souverain, évidemment non. Lorsque l'on voit ce destin à la fois du peuple juif que vous évoquez en partie dans votre livre Confession d'un bon arien, publié aux éditions Grasset, là aussi on voit qu'il y a une forme d'évolution sinistre avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, puisqu'on assiste à la fin de l'une des dernières juiveries européenne. Je parle de ce qui est en train de se dérouler en Ukraine. Les Juifs fuient pour partie, en tout cas, semble-t-il, Odessa. Ils ont peur aussi d'une partie de l'extrême droite ukrainienne, parce que même si celle-ci est minoritaire, elle existe, et le rôle de cette extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale a été terrible vis-à-vis des Juifs. Est-ce que finalement c'est l'existence d'un peuple juif en diaspora qui est en train de se terminer, Elie Barnavi? À la longue, oui, mais pas à cause de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de dimension juive à ce qui se passe là-bas. C'est une guerre contre la nation ukrainienne dans laquelle les Juifs sont intégrés au point que le président lui-même et son ministre de la Défense soient juifs et se proclament tels et ça ne gêne personne. Nous sommes dans une autre phase historique. Et donc, s'il y a fin du peuple juif en diaspora, c'est plutôt par assimilation que par persécution. J'entends par là que c'est une très vieille thèse qui a été popularisée ici par un sociologue français du nom de Georges Friedman, et dans les années 60 déjà. Il avait publié un livre intitulé « La fin du peuple juif ». Il disait, voilà, il y a maintenant une nation juive en Israël, et il y a en Occident et ailleurs, là où les Juifs vivent, pour la première fois dans l'histoire du judaïsme, une véritable volonté d'intégrer les Juifs. Et donc, c'est plutôt par cela, lorsque vous voyez là, aux États-Unis, par exemple, l'autre grand pays du judaïsme, les chiffres des mariages exogamiques, vous vous apercevez que le peuple juif est en train, d'une certaine manière, par disparaître, et que dans cette dynamique entre le centre et la périphérie, entre Israël et la périphérie, le centre va perdurer, évidemment. On verra sous quelle forme, mais il va perdurer, alors que la périphérie va forcément s'étioler. Mais ce n'est pas parce que les Juifs seront expulsés de leur environnement, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, mais par évolution démographique naturelle. Mais vous évoquez malgré tout dans votre livre, Elie Barnavi, la permanence de l'antisémitisme. Vous dites d'ailleurs que c'est une forme de sismographe de la modernité et que la permanence, son évolution aussi bien sûr, mais malgré tout le fait qu'il demeure, cela révèle le statut spécifique des Juifs dans les représentations mondiales aujourd'hui, parce qu'elles ne sont plus seulement occidentales. Vous prenez un pays comme la France, par exemple, oui, il y a des formes d'antisémitisme qui se réveillent, mais nous sommes très loin des années 30. Vous savez, l'État, la société dans son ensemble, les élites, tout cela n'a plus rien à voir avec l'antisémitisme qu'on connaissait. Souvenez-vous de ce qu'était la France, pour ne prendre que la France. Avant la Seconde Guerre mondiale, la France était un véritable mouvement social et culturel significatif, profond. Tout cela est terminé et il reste des poches. On n'a pas le temps d'en parler, mais l'antisémitisme massif, pogromiste, tout cela, c'est terminé. Et l'identité juive, puisque l'existence de l'État d'Israël a transformé la représentation du juif. Vous évoquez là aussi tous ces juifs de la diaspora qui ont été aspirés par Israël avec leur culture souvent immense, le fait qu'ils étaient polyglottes comme vous, et le fait qu'aujourd'hui les juifs aient un État avec un nationalisme, avec une forme de normalisation, pour le meilleur, pour le pire. Je vous laisse commenter, Elie Barnavi.
Eh bien, c'est l'une des fonctions principales de l'État des Juifs. Hein. C'est pour la première fois depuis la dispersion, l'État offre aux Juifs le choix. Vous pouvez venir choisir la forme nationale de l'existence juive, venir en Israël, ou vous pouvez rester sur place et soit vous assimiler, soit rester juif communautaire, garder des liens avec Israël. Mais ce choix-là n'a jamais existé. Les Juifs, ça a toujours été une communauté de volontaires, mais qui était clouée sur place, qui n'avait pas véritablement le choix. Maintenant, ils ont le choix. Et comme ils ont le choix, et comme, quoi que l'on dise, l'appartenance communautaire baisse beaucoup en diaspora, le lien le plus visible, le plus puissant avec le judaïsme de ces communautés est le lien avec Israël. C'est dans ce sens que les diasporas, notamment la diaspora française, s'est sionisée. Elle est devenue très, très attachée à Israël. Alors il y a le port religieux, il y a ceux qui sont juifs parce qu'ils sont religieux, et à la limite, ils n'ont pas vraiment besoin d'Israël, puisque leur existence est justifiée en quelque sorte par leur foi, par le lien communautaire et par le lien à Dieu. Et puis à ceux qui, même religieux, ce lien communautaire ne suffit pas, ils ont besoin d'Israël. Et moi j'ai vu cette évolution, n'est-ce pas, d'une communauté française qui est devenue de plus en plus sioniste, n'est-ce pas? J'ai assisté à des scènes extraordinaires de ferveur, pas à ma personne évidemment, mais à ce que je représentais. Ils étaient plus sionistes que vous? Ils étaient plus sionistes à un sens, enfin, ils se croyaient, ils se pensaient plus sionistes que moi. Et donc ça, c'est une évolution intéressante, avec la montée en puissance aussi ici de la religion, c'est là aussi on le constate, et du lien Israël. Et donc, on verra comment cela va évoluer. Ce qui me semble certain maintenant, après beaucoup de moments d'illusion, c'est qu'il n'y aura pas d'alliance massive. Les Juifs de France restent très français, ne vont pas se précipiter en Israël, mais ils continueront ce va-et-vient sentimental et même physique, géographique, entre les deux pays. Pas une si mauvaise solution que cela. C'est-à-dire que les Juifs de France, avec peut-être les Juifs d'Angleterre ou les quelques Juifs qui restent en Italie, sont les derniers dépositaires de ces juiveries européennes, Elie Barnavi? Oui, en quelque sorte. Et alors, il y a une communauté assez significative en Ukraine et en Russie aussi, mais ils ont été très, très déjudaïsés. Vous savez, c'est que le communisme a réussi à faire, c'est créer quand même un homme soviétique nouveau. Ce n'est pas toujours très joyeux à voir. Hein. La démocratie, ce n'est pas exactement ce qui les étouffe. Et on a en Israël une alliance significative de Juifs d'ex-Union soviétique. Ils votent généralement à droite et souvent à l'extrême droite. Votre très beau livre, Elie Barnavi, s'intitule « Confession d'un bon arien ». Il est publié aux éditions Grasset.